25 août 1992, Sarajevo. Deux bus serbes tirés depuis les collines, des bibliothécaires descendent dans le bâtiment encore en feu, sortent des livres, les passent de main en main jusqu'au quai de la Miljacka. Une jeune femme, Aïda Buturovic, refuse de quitter le rez-de-chaussée. Elle ne sortira plus. Ils sauveront moins de 10%. Et cette nuit-là, ce n'est pas la première fois que l'on brûle une bibliothèque. C'est la 2200e. 12 de ces feux ont changé le cours de l'histoire écrite. Le premier est daté de 612 avant Jésus-Christ à Ninive. Le dernier est daté de janvier 2013 dans une ville du Sahara dont presque personne n'avait entendu parler avant. 11 de ces 12 épisodes finissent mal. Un seul finit autrement. Voici lequel. Commençons par le tout premier feu documenté. 612 avant notre ère. La ville s'appelle Ninive, c'est la capitale de l'empire néo-assyrien. l'une des plus grandes villes du monde antique, peut-être la plus grande, sur la rive est du Tigre, à l'emplacement de l'actuel Mossoul, dans le nord de l'Irak. 30 ans plus tôt, un roi y a fait quelque chose d'inédit. Il s'appelle Assurbanipal. Il règne sur un empire qui s'étend de l'Égypte à la Perse. Et au lieu de construire des temples ou des monuments à sa gloire, il décide de collecter le savoir. Le décret royal d'Assurbanipal Demande à ses scribes et à ses émissaires de copier tout ce qui peut l'être. Les textes religieux des temples babyloniens, les listes royales, les traités médicaux, les manuels d'astronomie, les mathématiques, les contrats juridiques, les épopées mythologiques, 20 années de collecte. 30 000 tablettes d'argile au moins, peut-être davantage, rangées dans la bibliothèque du palais nord de Ninive. Et toutes ces tablettes, c'est important pour la suite, sont encore en argile crue. Sèches, mais crues. c'est-à-dire qu'elles sont fragiles, qu'elles s'effritent, qu'elles peuvent se briser. En août 612 avant notre ère, une coalition s'avance sur Ninive. Des Mèdes, des Babyloniens, des Perses, des Scythes. Le roi assyrien, Sin-Sharishkun, sait depuis des mois qu'il ne pourra pas résister. La ville est immense, 80 km² à l'intérieur des murailles, mais l'armée est épuisée par 20 ans de guerre. L'assaut dure 3 mois. Quand la coalition entre enfin dans la ville, Les soldats mèdes mettent le feu au palais nord, le palais d'Assurbanipal, la bibliothèque. Et ici commence l'ironie qui sauve l'histoire mésopotamienne. le feu, qui détruit absolument tout ce qui est en bois, en papyrus, en tissu, en peau, ce même feu, en passant sur des tablettes d'argile crue, les cuit. Comme dans un four de potier. Il les transforme en céramique. Au lieu de fondre, elles durcissent. Au lieu d'être détruites, elles sont préservées pour 2500 ans. Les murs s'effondrent par-dessus. La cendre les recouvre. Le sable du désert prend le relais. Et personne ne reviendra dans ce palais pendant 25 siècles. Jusqu'à 1849. Un Anglais nommé Austen Henry Layard, ancien diplomate devenu archéologue, fouille une colline appelée Kuyunjik, près de Mossoul. Il trouve un mur, puis un autre, puis une salle entière remplie de tablettes brûlées. Layard ne lit pas le cunéiforme. Personne à ce moment-là ne le lit. Il emballe 30 000 tablettes dans des caisses, les charge sur des bateaux et les expédie au British Museum. Elles y sont aujourd'hui, Dans la salle 55, derrière des vitrines avec un éclairage tamisé. Et en 1872, 23 ans après l'arrivée des tablettes à Londres, un employé du musée nommé George Smith déchiffre l'une d'entre elles. une tablette numérotée 11, Fragmentée, à peu près le format d'une main d'adulte. Smith lit, en cunéiforme acadien, le récit d'un homme à qui un dieu ordonne de construire un grand bateau pour échapper à un déluge envoyé pour anéantir l'humanité. Il y a une colombe envoyée pour trouver la terre, un corbeau, un sacrifice à la sortie,
c'est l'histoire de Noé, mais elle est antérieure de 1200 ans à la Genèse. C'est la tablette 11 de l'épopée de Gilgamesh, qui se trouve actuellement à Londres parce que le feu de 612 l'a cuite avant que l'oubli ne l'efface. La prochaine bibliothèque qui brûle, elle, n'a pas la chance d'être faite de terre cuite. Elle est faite de papyrus. Et un papyrus, quand il brûle complètement. 48 avant Jésus-Christ. Alexandrie, capitale de l'Égypte ptolémaïque, sur la côte méditerranéenne. La ville est jeune. Fondée par Alexandre le Grand seulement 280 ans plus tôt. Mais elle est devenue, en 3 siècles, le plus grand centre intellectuel du monde antique. Sa bibliothèque, le Muséon, contient, selon les estimations, entre 400 000 et 700 000 rouleaux de papyrus. Personne ne sait le chiffre exact. Ce qui est sûr, c'est que c'est plus que tout ce qui existe ailleurs sur Terre à ce moment-là, additionné. Et là, il faut être précis, parce que la bibliothèque d'Alexandrie n'a pas brûlé une fois. Elle a brûlé au moins 3 fois. La première fois, c'est Jules César. Octobre 48 avant Jésus-Christ. César est coincé dans le port d'Alexandrie avec ses navires, encerclé par la flotte égyptienne fidèle au jeune roi Ptolémée XIII. Pour ne pas être pris, il ordonne de mettre le feu à sa propre flotte. Les vents portent les flammes vers les quais. Les quais brûlent. Des entrepôts brûlent. Et selon plusieurs sources antiques, Plutarque, Sénèque, Aulugel, un des entrepôts contenait 40 000 rouleaux de papyrus prêts à être expédiés ou catalogués. Ces 40 000 rouleaux disparaissent en quelques heures. Pas la bibliothèque centrale, mais une annexe importante. La deuxième fois, c'est 391 de notre ère, 439 ans plus tard. L'empereur romain Théodose Ier a interdit les cultes païens. À Alexandrie, le patriarche chrétien Théophile décide d'appliquer le décret à la lettre. Il y a, dans le quartier sud de la ville, un temple dédié au dieu Sérapis, le Sérapéion. C'est un complexe gigantesque, temple, sanctuaire et bibliothèque annexe où l'on a transféré une grande partie des collections après le feu de 48. Théophile fait raser le Sérapéion. Les statues sont fondues, les murs sont abattus pierre par pierre, et les rouleaux brûlent. Il ne reste, debout aujourd'hui à Alexandrie, qu'une seule colonne du complexe, un fût de granit rose de Sienne, 25 mètres de haut, dressé sur une butte. On l'appelle, par erreur, la colonne de Pompée. Elle n'a rien à voir avec Pompée. Elle a été érigée en l'honneur de l'empereur Dioclétien. Mais c'est tout ce qu'il reste, physiquement, debout, de la bibliothèque d'Alexandrie. Une seule colonne. La troisième fois, c'est 642. Le calife Omar prend Alexandrie aux Byzantins. Selon une chronique tardive et sans doute légendaire, il aurait ordonné de brûler ce qui restait des rouleaux dans les bains publics de la ville. Les historiens modernes considèrent que cette troisième destruction est probablement une fabrication chrétienne du XIIIe siècle. Mais elle a tenu, comme légende, pendant 800 ans. Et quel que soit son degré de vérité, en 642, il n'y a effectivement plus de bibliothèque à Alexandrie. Le savoir grec antique, hérité de Pythagore, d'Aristote, d'Archimède, d'Ératosthène, d'Hipparque, la moitié est partie. L'autre moitié survivra par les copies byzantines et arabes. Ce qui survit physiquement, pour le spectateur d'aujourd'hui, ce sont quelques milliers de fragments. Les papyrus d'Oxyrhynque, retrouvés dans une décharge égyptienne à la fin du XIXe siècle. Les papyrus de Hybé, conservés à Berkeley et à Oxford. Des bribes, des morceaux de phrases. Le reste a brûlé. Avant qu'Alexandrie ne tombe entièrement, une autre bibliothèque, plus petite mais magnifique, existe sur les côtes turques. Et celle-là, on a son adresse exacte. Coordonnées 37,939 degrés nord, 27,341 degrés est, année 110 après Jésus-Christ. Éphèse,
en Asie mineure romaine. Un sénateur romain nommé Tiberius Julius Aquila Ptoléméanus commande la construction d'une bibliothèque en mémoire de son père. Le père s'appelle Tiberius Julius Celsus Ptoléméanus, ancien consul, ancien gouverneur d'Asie. Le fils érige le bâtiment littéralement par-dessus son tombeau, un sarcophage en marbre placé dans une crypte sous le sol de la bibliothèque. C'est la seule bibliothèque antique connue qui sert aussi de mausolée. Le bâtiment est petit, mais somptueux. Une seule salle principale de 16 mètres sur 11. 3 étages de niches en marbre creusés dans les murs où l'on glisse les rouleaux. Capacité, environ 12 000 rouleaux. Une façade à 2 étages, avec 4 statues allégoriques en marbre. La sagesse, la vertu, la pensée et la science. Inauguration vers 117. La bibliothèque fonctionne pendant 1 siècle et demi. 262. Une coalition de Goths descend depuis la mer Noire, pille les villes de la côte ionienne, atteint Éphèse, brûle une partie de la ville. Et probablement à ce moment-là, la datation n'est pas absolument certaine, la bibliothèque de Celsus est incendiée. Les 12 000 rouleaux disparaissent. Tous, sans exception. Aucun fragment n'a été retrouvé. Mais voici la chose étrange. La façade, elle, est restée. La façade en marbre, colonnes corinthiennes, statues, ornements, a tenu debout pendant 2 siècles encore. Au VIe siècle, un tremblement de terre l'a finalement renversée. Et elle est restée couchée par terre, en pièces, sous les broussailles, pendant 1400 ans, jusqu'à 1970. Les archéologues autrichiens, qui fouillent Éphèse depuis le début du XXe siècle, décident de remonter la façade, bloc par bloc, statue par statue. C'est ce qu'on appelle, en archéologie, une anastylose. La façade de la bibliothèque de Celsus existe à nouveau aujourd'hui, à Éphèse, en Turquie. On peut s'asseoir sur ces marches. Mais derrière la façade, derrière cette façade en marbre rose, il n'y a plus rien. Plus de salles, plus de niches, plus de rouleaux, seulement de l'air et la lumière qui passe. Pendant que les Goths brûlent Éphèse, à 9000 km à l'est, un empereur chinois a déjà fait pire, 475 ans plus tôt. Et lui, il n'a pas attendu une invasion. Il a brûlé sa propre bibliothèque, lui-même, par décret. 213 avant Jésus-Christ, Chine impériale. Il s'appelle Qin Shi Huang. C'est le premier empereur unifié de l'histoire chinoise. Celui qui standardise l'écriture, la monnaie, les essieux des chariots, les poids et mesures. Celui qui commence la Grande Muraille. Celui qui se fait enterrer avec 8000 soldats en terre cuite à Xi'an, à 1 km sous une colline encore non fouillée à ce jour. Qin Shi Huang est, par tous les standards, un des hommes les plus puissants ayant jamais vécu. Et en 213 avant Jésus-Christ, son premier ministre, un homme nommé Li Si, vient le voir avec une recommandation. Li Si dit, en substance, je résume, que les lettrés confucianistes sont un problème politique. Il cite constamment les anciens rois Zhou pour critiquer les décisions de l'empereur. Ils font circuler des textes dangereux. Tant que ces textes circulent, l'Empire ne sera pas vraiment unifié, parce que les esprits ne le seront pas. Qin Shi Huang réfléchit, et il signe le décret. Le décret de 213 ordonne de brûler tous les livres qui ne sont pas des manuels techniques. Médecine, agriculture, divination. Ceux-là, on garde. Tout le reste, histoire, philosophie, poésie, archives des anciens royaumes, doit être remis aux autorités dans les 30 jours. Ceux qui cachent un livre seront marqués au fer rouge et envoyés aux travaux forcés. Ceux qui en discutent en public seront exécutés. Les fonctionnaires qui ne dénoncent pas un dissimulateur seront punis comme lui. C'est une efficacité que la Chine n'a jamais réinventée jusqu'au XXe siècle. En quelques mois, des dizaines de milliers de rouleaux de bambou et de soie
partent au feu dans les places publiques de toutes les capitales provinciales. Et l'année suivante, 212, un complément. 460 érudits confucianistes, Soupçonnés de continuer à enseigner les textes interdits, sont arrêtés et exécutés. Selon la chronique de Sima Tian, écrite un siècle plus tard, ils sont enterrés vivants. des historiens modernes débattent du chiffre exact. Mais le principe, l'exécution massive de lettrés au même moment que la destruction des livres, est documenté par plusieurs sources indépendantes. Ce qui a survécu, on le sait par accident. En 1972, Des paysans creusent un fossé d'irrigation près du village de Mawangdui, dans la province du Hunan. Ils tombent sur une tombe de la dynastie Han, postérieure de 60 ans environ, à Qin Shi Huang. à l'intérieur, Un cercueil scellé hermétiquement et une femme momifiée, si bien conservée que les médecins légistes pourront, en 1974, faire une autopsie comme sur un corps frais. Mais ce n'est pas elle, le plus précieux. ce qui est précieux, Ce sont les rouleaux de soie placés à ses côtés. Des manuscrits philosophiques. Le Dao de Jing, dans une version antérieure de 5 siècles à celle qui circulait jusque-là. Des textes médicaux. Des cartes astronomiques. 50 kilos de manuscrits enterrés en 218 avant Jésus-Christ. Exactement au moment où Qin Shi Huang faisait brûler tout ce qui leur ressemblait au-dessus du sol. Quelqu'un, en 218, a compris ce qu'il fallait faire pour sauver les textes. Il fallait les enterrer. Et celui-là a réussi. Mais la pire perte ne vient pas d'un empereur fou. Elle ne vient pas d'une guerre étrangère. Elle vient d'un homme calme, méthodique, rationnel, qui décide, en une après-midi de février, de détruire 1000 ans de pensée musulmane. 13 février 1258. Bagdad, capitale du califat abbasside depuis 762, centre du monde scientifique et philosophique entre le 8e et le 13e siècle. La ville compte alors 1 million d'habitants. C'est la 2e ou 3e plus grande ville du monde, après Constantinople et peut-être Hangzhou. Au cœur de la ville se trouve la Beit al-Hikma, la maison de la sagesse. Fondée vers 830 sous le calife Al-Mamoun, Bibliothèque, université, observatoire astronomique, centre de traduction. C'est là que les textes grecs antiques, Ptolémée, Galien, Aristote, Archimède, sont traduits en arabe à partir du syriaque. sans la maison de la sagesse, L'Europe latine du Moyen Âge n'aurait jamais récupéré ces textes, qui lui reviendront au XIIe siècle par les traductions de Tolède. en janvier 1258, L'armée mongole d'Oulagu Khan, petit-fils de Gengis Khan, campe devant Bagdad. 120 000 soldats. Le calife Al-Mustasim refuse de se rendre. Oulagu détourne le Tigre pour inonder les positions du calife. le 13 février, la ville tombe. Le sac dure 40 jours. Selon les chroniques, entre 80 000 et 1 million de personnes sont tuées. Les estimations varient énormément. Le calife est exécuté Selon la coutume mongole, qui interdit de répandre le sang royal sur la terre, en l'enroulant dans un tapis et en le faisant piétiner par des chevaux. La ville est rasée. La maison de la sagesse est incendiée. et l'image qui reste, Dans les chroniques arabes contemporaines, chez Ibn Khaldoun, chez Al-Yunini, c'est celle-ci. On jette tellement de manuscrits dans le Tigre que l'eau du fleuve, pendant des semaines, court noire d'encre. à tel point que les chevaux, en buvant à la rive, Ressortent les babines tachées. Les chroniques anciennes adorent les images marquantes. Il faut prendre celle-ci avec la prudence que l'on doit à toute légende. Mais l'ordre de grandeur, lui, est vraisemblable. la maison de la sagesse contenait Selon les estimations les plus prudentes, entre 400 000 et 1 million de manuscrits. Tous les originaux des traductions arabes du corpus grec, des œuvres scientifiques inédites, parmi lesquels la moitié des travaux du mathématicien Al-Khwarizmi,
celui qui a donné le mot algèbre, disparaissent. La quasi-totalité de la production intellectuelle musulmane des 4 siècles précédents s'évanouit en 40 jours. Ce qui a survécu, On le doit à un homme qui voyait venir. Il s'appelle Nasir al-Din al-Tusi, astronome, mathématicien, philosophe persan. Il était à Bagdad les mois qui ont précédé l'arrivée des Mongols. Et 3 ans plus tôt, en 1255, il avait commencé une opération à laquelle personne ne croyait. avec l'autorisation discrète du calife, Qui pensait pourtant son trône inébranlable, Al-Tusi transférait, par charrette, par mulet, par caravane, les manuscrits les plus précieux de la Maison de la Sagesse vers une ville fortifiée du nord de la Perse, cette ville s'appelle Maraghe. dans l'actuel Azerbaïdjan iranien. Quand Hulagu arrive devant Bagdad en 1258, Al-Tusi est déjà à Maraghe et il a déménagé près de 400 000 manuscrits. Un quart, peut-être un tiers des collections originelles. Hulagu, étrangement, Après le sac, fera de Maraghe la nouvelle capitale scientifique de l'Empire mongol et nommera Al-Tusi directeur de l'observatoire qu'il y construit. c'est par Maraghe que l'algèbre, La trigonométrie, l'astronomie ptoléméenne reviendront ensuite en Europe. 46 ans avant Bagdad, en 1204, des chrétiens font la même chose à des chrétiens. À Constantinople, avril 1204, Constantinople. la capitale de l'Empire byzantin. C'est, après Bagdad, la deuxième plus grande ville du monde, peut-être 300 000 habitants. La ville la plus riche, la plus ornée, la plus pleine de manuscrits grecs qui existent encore sur cette planète à ce moment-là. Et ce sont, théoriquement, des coreligionnaires qui arrivent devant ces murs. La 4e croisade. 20 000 chevaliers occidentaux en route depuis Venise, censés combattre les musulmans en Égypte. Mais ils sont endettés vis-à-vis des Vénitiens, Et le doge Enrico Dandolo, presque aveugle, presque centenaire, a une autre idée. Il convainc les croisés de détourner l'expédition pour soutenir un prétendant byzantin contre l'empereur en place. L'opération dérape. les croisés Finissent par s'emparer de la ville pour leur propre compte. Le 13 avril 1204, après 3 jours de sacs systématiques, Constantinople est pillée comme aucune ville chrétienne ne l'avait été jusqu'alors. Les chroniqueurs byzantins, Nicétas Choniates en tête, décrivent des scènes que les chroniqueurs occidentaux, eux, préfèrent passer sous silence. Les soldats francs et vénitiens entrent dans Sainte-Sophie, hissent une prostituée sur le trône patriarcal et la font danser. les reliques sont volées, démontées, vendues. Les statues antiques sont fondues pour leur bronze. Les manuscrits, et c'est là le point qui nous occupe, Sont en partie brûlés, en partie volés, en partie utilisés comme matériaux d'emballage par les soldats pour expédier leur butin vers l'Europe. La bibliothèque impériale, située dans le Grand Palais, est saccagée. on ne connaît pas son contenu exact. Aucun catalogue n'a survécu, mais on sait, par les bibliophiles vénitiens du XVe siècle, qu'elle contenait des œuvres antiques que l'Europe occidentale ne reverra jamais. La plupart des poèmes de Sappho, par exemple, 9 livres entiers dont nous n'avons aujourd'hui qu'un seul fragment complet. Des dialogues entiers de Cicéron, perdus. La majorité des tragédies d'Échille, de Sophocle, d'Euripide, perdues. sur les 90 tragédies d'Échille, Il en reste 7. Sur les 121 de Sophocle, il en reste 7. La proportion est probablement représentative de ce que Constantinople gardait jusque-là. Ce qui a été emporté, en revanche, on en a la trace. 4 chevaux de bronze grandeur nature, Datant probablement du IVe siècle avant Jésus-Christ, sont décrochés de l'hippodrome impérial, chargés sur des galères vénitiennes et installés au-dessus du portail principal de la basilique Saint-Marc à Venise, où ils sont encore aujourd'hui, le Codex de Vienne, ou Dioscoride de Vienne, manuscrit byzantin du VIe siècle contenant le traité médical de Dioscoride avec ses illustrations originales de plantes. L'un des plus anciens manuscrits illustrés au monde a transité par le butin de 1204
avant de finir, des siècles plus tard, à la Bibliothèque nationale d'Autriche, à Vienne, où il porte la cote Med, Gramter 1. Et le butin, dans son ensemble, se vend pendant 3 générations au marché d'Europe. Certaines pages se retrouveront 6 siècles plus tard au British Museum. D'autres, jamais. 358 ans plus tard, ce n'est plus un sac de guerre. c'est un acte religieux. Calme, méthodique, officiel, devant témoins, avec procès-verbal. 12 juillet 1562. Manille, dans la province du Yucatan, au sud du Mexique colonial. Un autodafé. Un homme dirige la cérémonie. Un franciscain espagnol de 38 ans qui parle couramment la langue maya yucatèque. Il s'appelle Diego de Landa. Il sera plus tard évêque du Yucatan. Et ce jour-là, Sur la place principale de Manille, il fait empiler en un tas circulaire tout ce qu'il a confisqué aux familles mayas de la région pendant les 3 mois précédents. Des objets religieux, des idoles en céramique, des bibelots et des codices. 27 codices Maya, Selon le décompte que de Landa lui-même rédigera plus tard dans son livre, Relación de las Cosas de Yucatán. Un codex maya, ce n'est pas un livre relié comme nous l'entendons. c'est un long ruban d'écorce d'amaté, Sorte de papier de figuier sauvage, enduit de chaux et plié en accordéon. sur les 2 faces, Des scribes mayas dessinent, à l'encre rouge et noire, des glyphes calendaires, des cycles astronomiques, des prophéties, des généalogies royales, des rituels. Chaque codex représente le travail accumulé de plusieurs scribes sur plusieurs générations. À la veille de l'arrivée des Espagnols en 1519, On estime qu'il existait dans le monde maya, Yucatan, Guatemala, Belize, Chiapas, quelques milliers de codices. 27, ce n'est qu'une fraction. mais il contenait, Selon de Landa lui-même, et c'est cette ligne qui est extraordinaire, des choses de leurs antiquités et de leurs sciences que, parce qu'elles ne contenaient rien sans superstition ni mensonge du démon, nous leur brûlâmes tous, ce qu'ils ressentirent à un degré merveilleux et qui leur causa de grandes peines. il les brûle. Tous les 27, ce 12 juillet. Plus, dans les semaines suivantes, en d'autres villages du Yucatan, Sotuta, Okaba, Omun. Le chiffre total approche probablement la centaine. Avec les autodafés similaires, Menés par les Dominicains au Guatemala et au Chiapas dans les mêmes années, ce sont presque tous les codices mayas existants qui partent au feu. aujourd'hui, sur les milliers de codices Maya qui existaient en 1519, Il en reste 4. 4. Le Codex de Dresde, conservé à la bibliothèque de Saxe en Allemagne, le plus complet, le plus beau, 74 pages. le Codex de Madrid, à Madrid, 112 pages. Le Codex Grolier, à Mexico, dont l'authenticité a été contestée pendant 50 ans avant d'être confirmée en 2016. Et le 4e, le Codex de Paris, aussi appelé Codex Peresianus. Et celui-là, Par un hasard de l'histoire, est à la Bibliothèque nationale de France, à Paris, où il a été redécouvert en 1859 dans une caisse couverte de poussière au sous-sol. Caisse étiquetée Pérez. 100 personnes pour se rappeler qui était Pérez, ni comment le codex y était arrivé. le Codex Peresianus, Comporte 22 pages, pas plus, et il est aujourd'hui consultable, page par page, en haute résolution, sur le site Gallica de la BNF. 4 codices, là où il y en avait peut-être 2000. Une survie de 0,2%. et de Landa, N'est qu'un homme parmi d'autres. 39 ans avant lui, à Mexico, Hernán Cortés et son successeur ecclésiastique avaient fait 10 fois pire. 1521, Mexico. plus précisément, La cité jumelle de Tenochtitlan, la capitale aztèque que les Espagnols vont prendre en août. avant l'arrivée des Espagnols, Tenochtitlan compte 250 000 habitants. C'est la plus grande ville du continent américain
est probablement plus grande que toutes les villes européennes, à l'exception de Paris et Constantinople. Elle contient, dans son centre cérémoniel et dans plusieurs quartiers, des amoxcalis, des bibliothèques de codices, peints sur peau de daim ou sur papier damate, gardés par des prêtres archivistes. Le contenu: généalogie dynastique, carte des routes commerciales, traité d'astronomie, calendrier rituel, prophéties, liste de tribus des provinces vassales. On parle, en estimation basse, de plusieurs dizaines de milliers de codicées, peut-être davantage. Le 13 août 1521, après 93 jours de siège, Tenochtitlan tombe. Cortés ordonne la destruction systématique du centre cérémoniel. Les temples sont rasés, les amoxcalis sont brûlés ou pillés. une partie des codicées est expédiée en Espagne comme curiosité de cour. Le Codex Mendoza, par exemple, commandé en 1542 par le premier vice-roi de Nouvelle-Espagne, Antonio de Mendoza, finira au XVIe siècle dans une prise française, puis à la bibliothèque bodléienne d'Oxford. Une autre partie va à Florence. C'est le Codex florentin, vraie encyclopédie compilée par le franciscain Bernardino de Sahagún entre 1550 et 1585, avec l'aide de scribes aztèques formés à l'alphabet latin. Une autre encore, le Codex Borbonicus, Du nom du palais Bourbon, où il a été redécouvert au XIXe siècle, appartient aujourd'hui à la bibliothèque de l'Assemblée nationale française. Mais ses survivants ne sont qu'une infime partie. En 1529, Juan de Zumárraga, premier évêque de Mexico, organise dans la ville un auto-da-fé colossal. selon l'érudit Joaquín García Icaz Balseta, Citant des chroniques contemporaines, ce sont des dizaines de milliers de codices qui sont empilés et brûlés sur la grande place. toute la mémoire écrite d'un continent, Pas seulement aztèque, mais aussi mixtèque, totonac, otomi, disparaît en quelques mois. au sud de Mexico, À Tlatelolco, le franciscain Sahagún essaie pendant 50 ans, après la destruction, de reconstituer par interrogatoires oraux des vieux aztèques ce qui était écrit dans les codicées brûlés, mais on ne reconstitue pas par mémoire ce qu'avaient mis par écrit des dizaines de générations de scribes. Pendant 3 siècles ensuite, les bibliothèques d'Occident ne brûlent plus systématiquement. les guerres de religion, Les pillages, les confiscations révolutionnaires déplacent des fonds, mais ne les détruisent plus en masse. Jusqu'à ce qu'une guerre moderne arrive, et tout recommence. Plus efficacement, avec moins de prétextes. 25 août 1914, 3 semaines après le début de la Première Guerre mondiale. Louvain, en Belgique. Une petite ville universitaire à 25 km à l'est de Bruxelles. au cœur de la vieille ville, la bibliothèque de l'Université catholique de Louvain, L'une des plus anciennes du monde, fondée en 1425, contenant environ 300 000 volumes, dont plusieurs centaines d'incunables, 1000 manuscrits médiévaux et la totalité des archives de l'université depuis 5 siècles. l'armée allemande, En marche vers Paris, occupe Louvain le 19 août. Le 25, dans la soirée, des coups de feu sont tirés. La version allemande dit qu'il s'agit de francs-tireurs civils. la version belge, Confirmée par toutes les enquêtes ultérieures, dit qu'il s'agit de soldats allemands qui se sont tirés dessus dans la confusion. Mais quelle que soit la version, la réponse des officiers allemands est immédiate. Représailles collectives. 248 civils, Sont exécutés dans les jours qui suivent. 2000 bâtiments du centre-ville sont brûlés, l'un après l'autre, à l'essence et à la grenade incendiaire. Parmi eux, la halle aux draps, qui abrite la bibliothèque, 300 000 volumes, brûle en 2 jours. Les manuscrits, les incunables, tous les originaux d'archives. La presse internationale réagit avec une violence rare. Le New York Times, du 28 août, titre « German Army burns Louvain ». le Times de Londres, Parle de « The Great Atrocity ». Le cardinal Mercier,
primat de Belgique, devient en quelques semaines un symbole mondial de la résistance morale. Quand la guerre se termine en 1918, Le traité de Versailles inclut une clause spécifique. L'Allemagne devra rembourser, en livres et en manuscrits, ce qu'elle a détruit à Louvain. plusieurs milliers d'institutions dans le monde entier Font don d'ouvrages pour reconstituer la bibliothèque. Le nouveau bâtiment, dessiné par l'architecte américain Whitney Warren et financé par des donations américaines, est inauguré en 1928. Une plaque, en latin, Est gravée sur la façade. Furore teutonico diruta, dono americano restituta. Détruite par la fureur teutonne, restaurée par le don américain. Et en mai 1940, les Allemands reviennent. Le 16 mai, en 4 jours d'occupation, ils incendient la nouvelle bibliothèque. 900 manuscrits médiévaux qui avaient été redonnés depuis 1928, 800 000 volumes neufs, 70 000 gravures, tout part. la plaque latine survit, Parce qu'elle est en pierre. Elle est toujours là, sur la façade reconstruite après 1945. mais ce qu'elle commémorait, La bibliothèque que les Américains avaient remontée a été détruite une deuxième fois par la même armée, 26 ans après la première. Et cette deuxième fois, il n'y a pas eu de retentissement international. la guerre était trop grande, L'événement trop petit. Personne, en 1940, n'avait le temps de pleurer une bibliothèque. À 200 km au sud de Louvain, dans une autre ville universitaire, c'est arrivé plus tôt, 44 ans avant Louvain. et ce jour-là, C'est aussi par hasard, presque par accident. 24 août 1870, Strasbourg. La guerre franco-prussienne a commencé 6 semaines plus tôt. l'armée prussienne, Après ses victoires à Wissembourg et Froschwiller, assiège Strasbourg depuis le 15 août. Le général prussien, Werder, ordonne le bombardement systématique de la vieille ville pour briser la résistance civile. la nuit du 24 au 25 août, Vers 10 heures du soir, un obus incendiaire prussien tombe sur l'église des Dominicains dans la rue des Frères. l'église abritait, Depuis la Révolution française, la bibliothèque de la ville et du séminaire protestant. 400 000 volumes, 2000 manuscrits médiévaux, 1700 incunables. Le toit prend feu, les flammes se propagent. à l'aube du 25, Il ne reste plus rien que les murs de pierre. Parmi les manuscrits qui brûlent cette nuit-là, il y en a un qui fait pleurer les historiens depuis 150 ans. Il s'appelle le Hortus Deliciarum, le jardin des délices, composé entre 1167 et 1185 par Hérade de Landsberg, abbesse du couvent de Hohenburg en Alsace. C'était une encyclopédie illustrée, En latin et en moyen haut-allemand, qui contenait 336 miniatures peintes à la gouache et à l'or, représentant la création, l'histoire biblique, des scènes d'astronomie, de musique, d'agriculture, de combat. le seul manuscrit du XIIe siècle, Entièrement composé et illustré par une femme dont l'identité soit certifiée. Un objet unique au monde. Mais voici ce qui s'est passé. au milieu du XIXe siècle, Entre 1818 et 1845, 30 ans avant le bombardement, un érudit alsacien nommé Christian Moritz Engelhardt, archiviste et historien d'art, avait pris l'habitude de venir à la bibliothèque chaque semaine pour copier le manuscrit à l'aquarelle, page par page. miniature par miniature. Il fait reproduire à l'identique les 336 illustrations. Il publie les copies en 1818 sous le titre Hérade de Landsberg, abbesse de Hohenburg au XIIe siècle, et ses ouvrages. D'autres copistes, Auguste de Bastard-d'Estaing, Charles Petitot le suivent. Quand le manuscrit original brûle en août 1870, on a, en France et en Allemagne, plusieurs jeux complets d'aquarelles qui reproduisent l'intégralité de l'œuvre. l'œuvre originale, Est perdue à jamais.
Mais grâce à des copistes obsessionnels qui avaient passé 30 ans à recopier ce qu'ils trouvaient beau, sans savoir que c'était la dernière chance, on connaît encore le Hortus Deliciarum. C'est la première fois, dans notre liste, qu'un livre brûlé survit par l'amour anonyme de quelques copistes. Strasbourg, Louvain. C'est la guerre, on accepte, encore que rien dans ces deux cas ne justifiait techniquement de brûler une bibliothèque. Mais en 1992, Dans une ville européenne, sans guerre déclarée, dans le silence du droit international, on a fait pire encore. 25 août 1992, Sarajevo, capitale de la République de Bosnie-Herzégovine, proclamée indépendante de la Yougoslavie 5 mois plus tôt. Depuis le 5 avril, les forces serbes de Bosnie, encadrées par des officiers de l'armée fédérale yougoslave, encerclent la ville. C'est le début du plus long siège urbain de l'histoire moderne. Il durera 3 ans, 10 mois, 3 semaines et 3 jours. Plus long que Stalingrad, plus long que Leningrad. Et la nuit du 25 août, Une vague de bombardements particulièrement intense vise un bâtiment précis. Vijetnica. l'hôtel de ville, en style néo-mauresque, Construit en 1894 pendant l'occupation austro-hongroise et qui sert depuis 1949 de bibliothèque nationale et universitaire de Bosnie-Herzégovine. Vijetnica contenait, ce 25 août, Environ 2 millions de livres et de manuscrits. c'était la mémoire écrite d'un pays multilingue Et multiconfessionnel. Des registres ottomans, des manuscrits séfarades, des archives ecclésiastiques catholiques et orthodoxes, l'intégralité de la production éditoriale yougoslave depuis l'entre-deux-guerres. Des obus incendiaires partent depuis les positions serbes de Trebević À 9 km au sud. Le bâtiment brûle pendant 3 jours. Le toit s'effondre. La grande verrière centrale, qui éclairait la salle de lecture octogonale, fond. Les rayonnages prennent feu de bas en haut. Et pendant ces 3 jours, Des bibliothécaires et des étudiants, sous tir de snipers, descendent dans le bâtiment encore en flammes, sortent ce qu'ils peuvent par les escaliers de service, le passent de main en main jusqu'au quai de la Miljacka. Une chaîne humaine. Aïda Buturović, 28 ans, Conservatrice du Fonds oriental, ne sort plus. Elle est tuée sous les rayonnages effondrés du 2e étage en essayant de sauver une boîte de manuscrits arabes du XVe siècle. Les autres, dehors, continuent. quand le feu s'éteint enfin, le matin du 28 août, on fait le bilan. Sur 2 millions de volumes, il en reste 110 000. 5,5%. Le reste, 55 000 manuscrits anciens, 300 000 livres rares, l'intégralité des archives photographiques, 600 000 publications périodiques, est devenue de la cendre. La cendre s'envole sur la ville pendant des semaines. les habitants disent Qu'elle se dépose sur les balcons et qu'elle se présente sous forme de mots, phrases incomplètes, fragments d'écriture cyrillique ou arabe ou latine, papier brûlé qui n'a pas eu le temps de se consumer entièrement. les Sarajéviens appellent ça La pluie noire de Vijetnica. Et puis, en 2014, l'hôtel de ville est reconstruit, avec des financements européens, principalement autrichiens, 22 ans après l'incendie. La même architecture, la même couleur, la même verrière. c'est aujourd'hui un bâtiment d'apparat. La mairie, des conférences, des concerts. Mais les livres, eux, ne sont pas revenus. 110 000 volumes sauvés ont été dispersés dans différents bâtiments universitaires de la ville. La bibliothèque, Telle qu'elle existait avant le 25 août 1992, n'existe plus. Et elle n'existera plus jamais. et puis, en janvier 2013, Dans une ville oubliée du Sahara, à 6000 km au sud de Sarajevo, quelque chose change. pour la première fois, En 5000 ans d'écriture humaine, dans une histoire que nous venons de parcourir et qui n'est, soyons clairs, qu'une infime fraction de tout ce qui a brûlé sans laisser de traces, pour la première fois, on gagne. Tombouctou, Mali.
Au nord du pays, au bord du fleuve Niger, à la lisière du désert. Ville fondée vers 1100 par les nomades Touaregs, devenue, du XIVe au XVIe siècle, l'un des plus grands centres intellectuels du monde musulman. À l'époque de l'Empire Songhai, Tombouctou compte 25 000 étudiants, plus de 180 écoles coraniques et 3 grandes universités, Sankoré, Djinguereber, Sidi Yahya. Pendant 3 siècles, des manuscrits arrivent à Tombouctou en provenance du Caire, de Fès, de Cordoue, de Bagdad, de l'Andalousie post-musulmane, d'Istanbul. Les familles érudites tombouctiennes les recopient, les annotent, les conservent. Et quand l'Empire Songhai s'effondre en 1591, ces familles font ce que les autres ont oublié de faire à Alexandrie, à Bagdad, à Constantinople. Elles décentralisent, elles cachent. Pendant 4 siècles, les manuscrits de Tombouctou, peut-être 700 000 au total, possiblement davantage, restent dispersés dans des dizaines de bibliothèques familiales privées. Chaque famille, sur plusieurs générations, garde sa portion. Dans des malles, dans des coffres, sous des planchers. Personne n'a la totalité. Personne ne sait qui a quoi. Et c'est ce qui les sauve, parce qu'il n'y a pas de cible centralisée à attaquer. Au début des années 2000, un homme nommé Abdelkader Haïdara, descendant d'une famille de bibliothécaires tombouctiens, lui-même fils d'un érudit, commence à inverser cette logique. Avec le soutien de la Fondation Ford, du gouvernement malien, de l'UNESCO, il rachète, regroupe, restaure et catalogue les fonds familiaux. Il crée à Tombouctou la bibliothèque Mama Haïdara, du nom de son père, qui rassemble plusieurs dizaines de milliers de manuscrits. L'État malien, parallèlement, agrandit l'Institut Ahmed Baba, fondé en 1973 pour en faire le grand centre national de conservation. En 2012, l'Institut Ahmed Baba abrite environ 30 000 manuscrits dans un bâtiment moderne, climatisé, ouvert par le président du Mali. Haïdara et les autres bibliothécaires de la ville sont fiers. Ils pensent, et c'est une erreur, que la centralisation est une victoire. Avril 2012. Une coalition djihadiste, Al-Qaïda au Maghreb islamique, Ansar Din, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, prend le contrôle du nord du Mali après une rébellion touareg. Tombouctou tombe le 1er avril. Les nouveaux occupants annoncent que tout ce qui n'est pas conforme à leur lecture rigoriste de l'islam doit être détruit. Les mausolées des saints soufis sont rasés à la pioche, les tombes sont profanées. Et ils annoncent, c'est la phrase qu'ils répètent, que les manuscrits, qui contiennent de la philosophie, de la poésie d'amour, de la mystique soufie, de la musique, des traités astronomiques et médicaux, sont haram. Ils brûleront. Haïdara comprend immédiatement, dans les semaines qui suivent la chute de la ville, ce qu'il doit faire. Il convoque, en secret, une trentaine de personnes, sa famille élargie, des cousins, des amis, des chauffeurs de taxi-brousse, des employés des bibliothèques privées. Il leur explique le plan. Il faut sortir les manuscrits de Tombouctou, pas tous d'un coup, petit à petit, discrètement, vers Bamako, 1000 km au sud, où ils seront en sécurité. Il faut faire ça sans que les djihadistes s'en aperçoivent. Et sans que les manuscrits soient endommagés par le voyage, 2 jours de piste, 60 degrés au soleil, poussière, humidité changeante. L'opération dure 8 mois, d'avril à décembre 2012. 300 000 manuscrits, 300 000, sont emballés dans des malles métalliques, des coffres en bois, des sacs de riz, des barils de pétrole vides. Ils sont chargés sur des charrettes, des taxis-brousses, des camionnettes maraîchères. Ils traversent les checkpoints djihadistes, cachés sous des marchandises ordinaires, sous des bidons d'huile, sous des lits, sous le sable du désert. Certains lots voyagent en pirogue sur le fleuve Niger, glissant la nuit le long des berges. Le coût total de l'opération, financé par des donations privées, la Fondation Ford américaine,
le gouvernement néerlandais, est de 800 000 € environ. Aucun manuscrit n'est perdu en route. Aucun convoi n'est intercepté. 28 janvier 2013. L'opération Serval, Lancée par la France 15 jours plus tôt, libère Tombouctou. Quand les soldats français entrent dans l'Institut Ahmed Baba, ils trouvent une cour pleine de cendres. les djihadistes, avant de partir, Ont effectivement mis le feu à ce qui restait dans le bâtiment. 4203 manuscrits ont brûlé. C'est triste. Mais c'est 0,6% du total. Le reste, les 300 000, est à Bamako, dans des caves climatisées intactes. Pour la première fois dans cette histoire, les destructeurs sont arrivés trop tard. Pour la première fois, les bibliothécaires ont gagné. pour la première fois, On a transmis avant que l'on ne brûle. 5000 ans d'écriture humaine, plus de pages brûlées volontairement dans cette histoire qu'il n'en survit aujourd'hui. La bibliothèque d'Assurbanipal, sauvée par accident parce que l'argile cuit, celle d'Alexandrie, partie en 3 feux. Celle de Celsus à Éphèse, dont il ne reste qu'une façade vide. Les rouleaux de Qin Shi Huang, sauvés en partie par un anonyme qui les a enterrés à Mawangdui. La maison de la sagesse de Bagdad, sauvée en partie par Al-Touzi qui voyait venir. Constantinople, dont nous lisons aujourd'hui les restes dans les vitrines de Vienne et de Venise. Les codices mayas, 27 brûlés par Diego de Landa en une après-midi, 4 survivants dans le monde, et l'un d'entre eux à Paris, en ligne, sur Gallica. Mexico, dont la mémoire préhispanique a été détruite par un évêque en quelques mois. Louvain, brûlé 2 fois par la même armée. Strasbourg, dont le Hortus Deliciarum survit par les aquarelles d'un homme qui copiait par amour. Sarajevo, où une jeune bibliothécaire est morte sous les obus en essayant de sauver une boîte. Et Tombouctou, où 30 personnes ordinaires ont décidé que la mémoire écrite valait 8 mois de risques et de poussière. Voici donc la seule question qui compte vraiment. Et je voudrais la réponse en commentaire. Combien sommes-nous, aujourd'hui encore, à transmettre ce que nous lisons, au lieu de simplement le consommer? Combien sommes-nous, vous et moi, à recopier, à partager, à protéger, à enseigner, à enterrer si nécessaire, ce que d'autres voudraient effacer? écrivez votre réponse en commentaire. Pas une réponse théorique, une réponse précise. Sur quoi vous travaillez? Sur quoi vous transmettez? Et si vous voulez voir d'autres pages que l'histoire a essayé d'effacer, la playlist « Les pages brûlées », lieux interdits et énigmes non résolues de l'histoire, apparaît à l'écran maintenant.